Un homme riche reprend conscience lors de ses propres funérailles. En entendant sa femme et son amant, il décide de rester immobile et les retournements de situation surprennent tout le monde. L'obscurité était totale, le silence assourdissant. François Dupont, magnat des affaires de 45 ans, ouvrit lentement les yeux, s'attendant à se retrouver dans sa luxueuse chambre. Cependant, la réalité qui le frappa était bien plus terrifiante. Il était enfermé dans un espace minuscule et capitonné. La panique s'empara de lui lorsque ses mains touchèrent la soie qui l'entourait. Son cœur commença à battre la chamade, tandis que son esprit luttait pour comprendre la situation. Où était-il? Que s'était-il passé? Les souvenirs des derniers jours étaient flous, comme si un épais brouillard recouvrait sa mémoire. Il essaya de bouger, mais l'espace était si réduit qu'il pouvait à peine lever les bras. L'air devenait de plus en plus lourd et la claustrophobie menaçait de s'emparer de lui. C'est alors qu'il entendit des voix étouffées provenant de l'extérieur. « Une grande perte pour nous tous », disait une voix grave que François reconnut comme celle du père Gabriel, le prêtre de la paroisse que sa famille fréquentait occasionnellement. La réalisation le frappa comme la foudre. Il était dans un cercueil. On célébrait ses funérailles. Le choc initial laissa place à une confusion écrasante. Comment était-ce possible? Il était vivant. Il pouvait sentir son cœur battre, sa poitrine monter et descendre à chaque respiration agitée. L'avait-on déclaré mort par erreur? Ou quelqu'un avait-il délibérément planifié cela? François essaya de crier, de frapper les parois de sa prison de bois, mais son corps ne répondait pas comme il le souhaitait. Il se sentait faible, comme s'il avait dormi pendant des jours. La peur s'intensifia lorsqu'il comprit que, s'il ne parvenait pas à attirer l'attention rapidement, il mourrait là-dedans, enterré vivant. Les voix continuaient à lui parvenir de l'extérieur, un murmure constant de condoléances et de lamentations. Il en reconnut certaines, des partenaires commerciaux, des amis de la haute société, des parents éloignés. Tous pleuraient sa supposée mort, ignorant le fait qu'il pouvait les entendre. Soudain, une voix familière trancha l'air comme un couteau, glaçant le sang de François. C'était Élise, sa femme. « Merci à tous d'être venus », dit-elle d'une voix entrecoupée. François aurait apprécié de voir combien de vies il a touché. Quelque chose dans son ton fit frissonner François. Il connaissait Élise depuis plus de 2 décennies. Ils avaient construit un empire ensemble, et il pouvait détecter quand elle simulait. Et maintenant, il était sûr que sa douleur était une mise en scène. Ce fut une perte si soudaine, continua Élise. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque. Qui aurait pensé qu'un homme aussi fort que François, sa voix se brisa en un sanglot, qui sonnait trop théâtral aux oreilles exercées de François. Il voulait crier, dire à tout le monde qu'il était vivant, que quelque chose n'allait pas du tout. Mais son corps continuait à ne pas répondre comme il le souhaitait, et ses tentatives de faire du bruit étaient trop faibles pour être entendues au-dessus du murmure de la foule. Alors qu'il luttait pour trouver un moyen d'alerter quelqu'un sur sa situation, François entendit des pas s'approcher du cercueil. Une main se posa sur le bois, juste au-dessus de son visage. « Mon amour », murmura Élise, si bas que François put à peine l'entendre. « Repose en paix ». Il y eut un moment de silence, puis François entendit quelque chose qui le glaça, le son inconfondable d'un baiser. Mais ce n'était pas le son de lèvres contre du bois, c'était le son d'un baiser passionné entre 2 personnes. « Ça a marché », murmura une voix masculine que François reconnut avec horreur. C'était Antoine, son meilleur ami et associé en affaires. Personne ne se doute de rien. « Chut !» répondit Élise. « Pas ici. On se verra ce soir, quand tout sera terminé. » Le monde de François s'effondra à cet instant. Non seulement sa femme et son meilleur ami avaient une liaison, mais il semblait être responsable de sa situation actuelle. La trahison était si profonde, si inattendue, que pendant un moment, François oublia le danger dans lequel il se trouvait. Tandis que la cérémonie continuait, François luttait contre un mélange toxique d'émotions, colère, douleur, confusion, et surtout, une peur écrasante. Comment avait-il réussi à tromper tout le monde? Que lui avait-il fait exactement? Et le plus important, comment allait-il sortir de cette situation vivant? Les heures passèrent comme une éternité. François entendit le son de la terre tombant sur le cercueil, indiquant qu'on l'enterrait. La panique atteignit de nouveaux sommets, tandis qu'il sentait le poids augmenter au-dessus de lui. Il était sûr qu'il allait mourir là, trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance, oublié par le monde. Mais juste au moment où il était sur le point de céder au désespoir, il entendit un son différent, le raclement d'une pelle contre le bois du cercueil. Quelqu'un creusait. « Tu as entendu ça, Marcel ?» dit une voix jeune et féminine. On aurait dit que quelque chose bougeait à l'intérieur. « Tu imagines des choses, Sophie ?» répondit une voix plus âgée et grincheuse. « Les morts ne bougent pas. Finis de couvrir la tombe pour qu'on puisse rentrer à la maison. » François rassembla toutes ses forces et parvint à frapper faiblement le couvercle du cercueil. C'était sa dernière chance. Il y eut un halètement de surprise. « Tonton, je te jure que j'ai entendu quelque chose » s'exclama Sophie. « Impossible » dit Marcel,
mais sa voix sonnait incertaine. François frappa à nouveau, cette fois avec un peu plus de force. « Mon Dieu !» cria Sophie. « Il y a quelqu'un de vivant là-dedans !» Le son de pelle travaillant frénétiquement remplit l'air. François sentit les larmes couler sur ses joues, tandis que l'espoir renaissait dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, parviendrait-il à sortir vivant de ce cauchemar. Alors que la terre était enlevée et que le couvercle du cercueil s'ouvrait enfin, permettant à la lumière du crépuscule d'inonder sa vision, François sut que sa vie avait changé pour toujours. La trahison d'Élise et d'Antoine, son sauvetage miraculeux, tout pointait vers un nouveau chapitre de son existence. Tandis que Sophie et Marcel l'aidaient à sortir de la tombe, faible et désorienté, François jura qu'il découvrirait la vérité derrière ce qui lui était arrivé. Et quand il le ferait, ceux qui l'avaient trahi paieraient pour leurs actions. Mais pour l'instant, alors qu'il respirait l'air frais de la nuit et sentait l'herbe sous ses pieds, François ne pouvait que remercier d'être en vie. Le chemin qui l'attendait serait difficile, mais il était déterminé à le parcourir, quels que soient les obstacles qu'il rencontrerait en route. La nuit était tombée sur le cimetière lorsque Sophie et Marcel, nièce et oncle, aidèrent un François affaibli à sortir de la tombe. L'homme, toujours vêtu de son costume funéraire, tremblait de manière incontrôlable, son esprit luttant pour assimiler les événements des dernières heures. « Il a besoin de soins médicaux », dit Sophie, soutenant fermement François. À 28 ans, la jeune psychologue était habituée à gérer des situations de crise, mais elle n'avait jamais imaginé faire face à quelque chose comme ça. Marcel, le fossoyeur de 60 ans, regarda nerveusement autour de lui. « On ne peut pas l'emmener à l'hôpital. Tu imagines le scandale? Un homme déclaré mort, déterré. Les journaux deviendraient fous. » François, retrouvant un peu de lucidité, parla d'une voix rauque. « S'il vous plaît, non, je ne peux pas aller à l'hôpital. Il me trouverait. » Sophie et Marcel échangèrent des regards inquiets. « Qui, monsieur ?» demanda doucement Sophie. « Ma femme. Et Antoine, » répondit François, la douleur évidente dans sa voix. « Ils ont planifié tout ça. » La révélation laissa les sauveurs de François sans voix pendant un moment. Ce fut Sophie qui prit l'initiative. « Tonton, emmenons-le au chalet. Il y sera en sécurité pendant qu'on décide quoi faire. » Marcel acquiesça, et à eux deux, ils aidèrent de François à marcher vers une vieille camionnette garée à proximité. Le trajet jusqu'au chalet dans la forêt, propriété de la famille de Sophie, fut tendu et silencieux. François, épuisé et bouleversé, sombra dans un sommeil agité. En arrivant au chalet, Sophie passa en mode professionnel. Elle examina François du mieux qu'elle put, concluant que bien que faible et déshydraté, il ne semblait pas être en danger immédiat. Elle l'aida à se changer, lui donnant de vieux vêtements de son oncle et lui prépara une soupe chaude. Assis devant la cheminée, François commença à raconter son histoire. Il leur parla de sa carrière réussie d'entrepreneur, de la façon dont il avait construit un empire à partir de rien avec sa femme Élise. Il leur raconta l'histoire d'Antoine, son meilleur ami depuis l'université et associé en affaires. « Je n'ai jamais soupçonné, » dit François, sa voix se brisant. « J'avais une confiance aveugle en eux. » Sophie, appliquant ses connaissances en psychologie, écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pour aider François à assimiler ce qui s'était passé. Marcel, quant à lui, restait silencieux, son front plissé révélant son indignation face à la trahison. « La dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller dans le cercueil, c'était un dîner à la maison, » continua François. « Élise avait préparé mon plat préféré. Antoine était là, comme tant d'autres fois. Je me souviens m'être senti étourdi après le dîner. J'ai pensé que c'était le vin. Ils l'ont empoisonné, » murmura Marcel, rompant son silence. Sophie lui lança un regard d'avertissement, mais François hocha lentement la tête. Il semblerait. Ils ont dû utiliser quelque chose qui simulerait une crise cardiaque. Élise a toujours été fascinée par la médecine. Elle a même étudié un temps avant de se tourner vers les affaires. Au fur et à mesure que la nuit avançait, François partagea plus de détails sur sa vie. Il parla de l'entreprise qu'il avait fondée, des millions qu'il avait accumulés, des propriétés à son nom. Tout cela était maintenant entre les mains d'Élise. « Je dois récupérer ma vie, » dit François avec détermination. « Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. » Sophie, cependant, mit en garde contre la précarité de la situation. « Monsieur Dupont, je comprends votre désir de justice, mais nous devons être prudents. Légalement, vous êtes mort. Si Élise et Antoine découvrent que vous êtes vivant, ils pourraient essayer de finir le travail. » Les paroles de Sophie pesèrent sur les trois. Le silence qui suivit fut interrompu par le son d'un téléphone. C'était le portable de Sophie. « Oui ? Oh mon Dieu, tu es sûr ?» La voix de Sophie sonnait alarmée. Après avoir raccroché, elle se tourna vers les autres avec une expression grave. C'était mon collègue de l'orphelinat. Il vient de voir aux informations. La police recherche un pilleur de tombes dans le cimetière. Quelqu'un a signalé une activité suspecte ce soir. François pâlit. « Élise, ça doit être elle.
Peut-être qu'elle est venue s'assurer. On doit le sortir d'ici, interrompit Marcel. Si la police commence à enquêter, ils finiront par remonter jusqu'à nous. Sophie acquiesça, son esprit travaillant rapidement. Je connais un endroit. Une amie a une maison de campagne abandonnée à quelques heures d'ici. On peut l'y emmener pendant qu'on planifie notre prochain mouvement. François les regarda, gratitude et détermination se mêlant dans ses yeux. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous faites. Vous ne nous devez rien, répondit Sophie avec un sourire bienveillant. Mais si vous voulez nous remercier, aidez-nous à démasquer ces criminels. Pendant qu'il préparait à la hâte le nécessaire pour le voyage, François ne put s'empêcher de penser à l'ironie de sa situation. Il y a à peine quelques heures, il gisait dans une tombe, trahi et abandonné. Maintenant, bien qu'encore en danger, il avait trouvé des alliés inattendus. Cependant, une question persistait dans son esprit, à qui d'autre pouvait-il faire confiance ? Dans un monde où sa femme et son meilleur ami avaient conspiré pour le tuer, qui d'autre pourrait être impliqué dans la tromperie? Tandis que la camionnette de Marcel s'éloignait du chalet dans l'obscurité de la nuit, François jura qu'il découvrirait la vérité, quel qu'en soit le coup. L'aube trouva François, Sophie et Marcel arrivant à la maison de campagne abandonnée. L'endroit, bien que négligé, offrait un refuge sûr loin des regards indiscrets. Pendant que Marcel sécurisait le périmètre, Sophie aidait François à s'installer dans l'une des chambres les moins délabrées. « Nous avons besoin d'un plan », dit François, sa voix plus ferme après des heures de repos et de réflexion. « Je ne peux pas me cacher éternellement. » Sophie acquiesça, son esprit de psychologue analysant la situation. « La première chose est de garantir votre sécurité. Ensuite, nous avons besoin de preuves de ce qu'Élise et Antoine ont fait. »« J'ai un ami », murmura François, après un moment de silence. « Quelqu'un en qui je crois pouvoir avoir confiance. Laurent Mercier, mon avocat personnel. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider légalement, c'est lui. » Marcel, qui venait d'entrer dans la pièce, fronça les sourcils. « Êtes-vous sûr que nous pouvons lui faire confiance ? Je ne voudrais pas être pessimiste. » Mais après ce qui s'est passé, François comprit l'inquiétude. « Laurent est mon ami depuis avant que j'aie de l'argent. Il n'a jamais montré d'intérêt pour ma fortune. S'il y a quelqu'un en qui je peux avoir confiance, c'est lui. » Sophie considéra la situation. « Nous pourrions le contacter, mais avec une extrême prudence. Nous ne pouvons pas risquer qu'Élise ou Antoine l'apprennent. » Pendant qu'ils discutaient des détails de la façon de contacter Laurent en toute sécurité, Sophie reçut un autre appel. Son visage se tendit en écoutant. « C'était encore mon collègue de l'orphelinat, » dit-elle après avoir raccroché. « Les nouvelles sont pleines de rumeurs sur l'incident au cimetière. La police enquête et... François, votre femme a offert une récompense pour toute information sur le profanateur de votre tombe. » François ferma les yeux, la douleur évidente sur son visage. Elle couvre ses traces. « Si quelqu'un découvre que la tombe est vide, nous devons agir vite, » interrompit Marcel. « Chaque minute qui passe est une opportunité pour qu'on nous découvre. » Ils décidèrent que Sophie serait celle qui contacterait Laurent. Étant la moins connue du groupe, elle avait moins de chances d'éveiller les soupçons. Elle utiliserait un téléphone prépayé et arrangerait une rencontre dans un lieu public, mais discret. Pendant que Sophie se préparait à partir, François l'arrêta. « Sophie, je ne peux pas assez vous remercier pour ce que vous faites. Vous et Marcel, vous m'avez donné une seconde chance de vivre. » La jeune psychologue sourit chaleureusement. « C'est la chose juste à faire, François. Personne ne mérite de passer par ce que vous avez vécu. Nous vous aiderons à récupérer votre vie. » Après le départ de Sophie, François resta seul avec ses pensées. Des images de sa vie avec Élise défilaient dans son esprit. Leur mariage, les voyages, les moments d'intimité. Tout avait-il été un mensonge? Depuis combien de temps le trompait-il? Marcel, percevant l'angoisse de François, s'assit à côté de lui. « Je sais que nous ne nous connaissons pas bien, mais si vous avez besoin de parler… » François remercia le geste et, étonnamment, se trouva à s'ouvrir au vieux fossoyeur. Il lui parla de la façon dont il avait construit son empire à partir de rien, des sacrifices qu'il avait faits, des nuits sans sommeil à travailler aux côtés d'Élise. « Je pensais que nous construisions un avenir ensemble, » dit-il avec amertume. « Maintenant, je me demande si elle m'a jamais vraiment aimé. » Marcel écouta en silence, offrant occasionnellement des paroles de réconfort. Sa présence tranquille fut une ancre pour François, au milieu de la tempête émotionnelle qu'il traversait. Pendant ce temps, en ville, Sophie se préparait à rencontrer Laurent Mercier. Elle avait arrangé une rencontre dans un petit café en périphérie de la ville, un endroit peu fréquenté où il était peu probable qu'on les reconnaisse. Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et portant des lunettes à monture épaisse, arriva ponctuellement. Son expression était prudente et curieuse. « Monsieur Mercier, » commença Sophie après les présentations initiales, « ce que je m'apprête à vous dire va vous sembler incroyable, mais je vous assure que c'est la vérité. » Au fur et à mesure que Sophie révélait l'histoire de François, le visage de Laurent passa de l'incrédulité au choc, puis à une fureur à peine contenue. « J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Élise, » dit Laurent quand Sophie eut terminé. « Mais ça, c'est monstrueux. Nous aiderez-vous » demanda Sophie,
étudiant attentivement la réaction de l'avocat. Laurent acquiesça avec détermination. « François n'est pas seulement mon client, c'est mon ami. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Mais nous devons être extrêmement prudents. Élise a des ressources et des connexions. Si elle soupçonne quelque chose, Sophie donna à Laurent des instructions sur la façon de les contacter en toute sécurité et ils arrangèrent une autre rencontre, cette fois avec François présent. De retour à la maison de campagne, Sophie partagea les détails de sa rencontre avec Laurent. François sentit qu'un poids se levait de ses épaules. Avoir Laurent de son côté signifiait qu'ils avaient une réelle chance de se battre. « Nous avons besoin de preuves », dit Laurent à travers le téléphone en haut-parleur. « Dossiers médicaux, transactions financières suspectes, tout ce qui pourrait lier Élise et Antoine à la tentative d'assassinat. » Alors qu'ils discutaient des stratégies, François ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'anticipation et de peur. Il était un pas plus près de récupérer sa vie, mais il savait aussi que le chemin devant lui serait plein de dangers. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, François resta éveillé, regardant par la fenêtre vers le ciel étoilé. Il pensa à Élise, à la vie qu'ils avaient à partager, aux rêves qu'ils avaient à construire ensemble. Comment en étaient-ils arrivés là? Un bruit soudain le tira de ses pensées, des pas à l'extérieur de la maison. François se tendit, la peur courant dans ses veines. Les avait-on trouvés? Il s'approcha silencieusement de la fenêtre, son cœur battant fort. Une silhouette se déplaçait dans les ombres, s'approchant de la maison. Le cœur de François battait la chamade, tandis qu'il observait la silhouette se déplacer furtivement vers la maison. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il cherchait quelque chose qu'il pourrait utiliser comme arme. Il trouva un lourd chandelier en métal et le saisit, se préparant au pire. Les pas se rapprochaient. François retint son souffle. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. « François !» s'exclama une voix familière. La lumière s'alluma, révélant un homme d'âge moyen, les cheveux en désordre et une expression d'étonnement sur son visage. « Charles ?» François baissa le chandelier, reconnaissant son ancien chauffeur et assistant personnel. Sophie et Marcel, alertés par le bruit, entrèrent en courant dans la pièce, prêts à faire face à toute menace. « Qui êtes-vous » exigea Marcel, se plaçant de manière protectrice devant François. « C'est Charles, mon ancien employé », expliqua François, encore surpris. « Mais comment ?» Charles, se remettant du choc de voir son ancien patron vivant, commença à expliquer. « Monsieur Dupont, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Après votre supposée mort, Élise m'a licencié. Elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de mes services, mais elle a oublié que j'avais accès à certains de ses comptes de messagerie électronique. » Tout le monde s'assit pendant que Charles racontait son histoire. Après avoir été licencié, il avait remarqué des emails suspects entre Élise et Antoine. La curiosité l'avait poussé à enquêter davantage, et ce qu'il avait découvert l'avait horrifié. « J'ai trouvé des conversations où il planifiait de se débarrasser de vous, » dit Charles, la voix tremblante. Au début, je pensais que c'était une sorte de blague malsaine, mais ensuite, je me suis souvenu de certaines choses étranges que j'avais remarquées ces derniers mois. François écoutait attentivement, son esprit traitant cette nouvelle information. Quel genre de choses? Des réunions secrètes entre Élise et Antoine, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce, et Charles fit une pause, comme s'il hésitait à continuer. Et quoi? Insista Sophie, son instinct de psychologue détectant qu'il y avait quelque chose de plus. Charles prit une profonde inspiration avant de continuer. Et les visites fréquentes d'Élise à une clinique privée. Elle insistait toujours pour y aller seule, ce qui me semblait étrange, étant donné que je l'accompagnais normalement partout. Cette révélation tomba comme une bombe. François se souvint des paroles d'Élise sur ses études de médecine. Avait-elle perfectionné la méthode pour l'empoisonner dans cette clinique? Charles, dit François, se penchant en avant. « As-tu des preuves de tout cela ?» L'ancien chauffeur acquiesça. « J'ai des copies des emails et des registres des visites à la clinique. J'ai aussi autre chose. » Il sortit un petit dispositif USB de sa poche. « J'ai installé des caméras cachées dans le manoir avant de partir. J'espérais capturer quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passait. » Sophie connecta rapidement la clé USB à son ordinateur portable. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Il y avait des enregistrements d'Élise et Antoine discutant ouvertement de la façon dont ils s'étaient débarrassés de François, de leur plan pour l'entreprise et de la façon dont ils profiteraient de la fortune qui était maintenant entre leurs mains. « C'est exactement ce dont nous avions besoin », murmura François, un mélange de douleur et de détermination dans sa voix. Marcel, qui était resté silencieux, prit la parole. « Mais comment nous as-tu trouvé, Charles ?» L'ancien chauffeur sourit faiblement. « Eh bien, c'est une autre histoire. Après avoir découvert tout cela, j'étais désespéré de trouver quelqu'un qui pourrait t'aider. Puis je me suis souvenu que M. Dupont avait un avocat de confiance. Laurent Mercier. Je l'ai contacté et lui ai fait part de mes soupçons. Il m'a dit de garder le silence et d'attendre ses instructions. Il y a quelques heures, j'ai reçu un message avec cette adresse.
Tous regardèrent Sophie, qui acquiesça pour confirmer. Laurent m'a contacté juste avant l'arrivée de Charles. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un de confiance qui avait des informations cruciales. François se leva et marcha vers la fenêtre, son esprit tourbillonnant d'émotions et de pensées. D'un côté, la trahison d'Élise et d'Antoine devenait encore plus douloureuse avec chaque nouvelle révélation. De l'autre, ils avaient maintenant des preuves concrètes et un nouvel allié en qui avoir confiance. « Charles », dit-il finalement se tournant vers son ancien employé, « je ne peux pas assez te remercier pour ce que tu as fait. Tu as pris de grands risques pour moi. » Charles secoua la tête. « Monsieur Dupont, vous avez toujours été juste et gentil avec moi. Je ne pouvais pas rester les bras croisés en sachant ce qu'il vous avait fait. » Sophie, toujours pragmatique, intervint. « Cela change nos plans. Avec ces preuves, nous pouvons agir plus rapidement. Mais cela signifie aussi que nous sommes en plus grand danger. Si Élise et Antoine soupçonnent que nous savons quelque chose, nous avons besoin d'un plan d'action immédiat, acquiesça François. Laurent doit être informé immédiatement. Charles, es-tu prêt à témoigner sur ce que tu as découvert? Charles acquiesça sans hésiter. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour que justice soit faite. Alors que le groupe commençait à élaborer sa stratégie, François ne put s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis qu'il s'était réveillé dans ce cercueil, il sentait qu'il avait une réelle chance de récupérer sa vie et de faire payer les responsables pour leurs crimes. Cependant, à mesure que la nuit avançait et que les plans se tissaient, une question persistait dans l'esprit de François. Quels autres secrets et trahisons l'attendaient dans les ombres de son passé? Et serait-il prêt à les affronter tous? Dehors, le vent murmurait entre les arbres, comme si la nature elle-même retenait son souffle, anticipant la tempête qui allait se déchaîner dans la vie de François Dupont et de tous ceux qui l'entouraient. L'aube trouva François et son équipe improvisée travaillant sans relâche. L'arrivée de Charles et les précieuses informations qu'il avait apportées avaient donné un nouvel élan à leurs efforts. Laurent, l'avocat, les rejoignit tôt le matin, apportant avec lui une valise pleine de documents juridiques et une détermination féroce dans les yeux. « Bien », dit Laurent, étalant plusieurs papiers sur la table de la cuisine. « Avec les preuves que Charles nous a fournies, nous avons un dossier solide, mais nous devons agir avec prudence. Élise et Antoine sont puissants et n'hésiteront pas à utiliser toutes leurs ressources pour nous faire taire. » Sophie, qui avait passé la nuit à examiner les vidéos des caméras cachées, leva les yeux de son ordinateur portable. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Dans l'une des vidéos, Élise mentionne quelqu'un appelé le docteur. Il semble être la personne qui leur a fourni le poison. » François fronça les sourcils. « Le docteur? Je ne me souviens de personne avec ce surnom dans notre cercle. Ça pourrait être quelqu'un de cette clinique privée dont Charles a parlé, suggéra Marcel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, observant tout avec des yeux prudents. Charles acquiesça. Ça a du sens. Élise insistait toujours pour aller seule à ses rendez-vous. Peut-être que le docteur est celui qui l'a aidé à planifier tout ça du point de vue médical. Laurent prit rapidement des notes. Nous devons identifier ce docteur. Il pourrait être un témoin clé ou même un complice. Charles, crois-tu que tu pourrais en savoir plus sur cette clinique? Je peux essayer, répondit Charles. J'ai encore quelques contacts en ville qui pourraient t'aider sans éveiller les soupçons. Pendant qu'ils discutaient des détails du plan, François s'éloigna un moment, s'approchant de la fenêtre. Le poids de tout ce qui se passait pesait sur ses épaules. Non seulement il devait faire face à la trahison de sa femme et de son meilleur ami, mais il se trouvait maintenant au milieu d'un réseau compliqué de tromperies qui semblait grandir à chaque nouvelle révélation. Sophie, remarquant son éloignement, s'approcha de lui. « Comment te sens-tu, François » demanda-t-elle doucement, son instinct de psychologue détectant la tempête émotionnelle qui s'agitait sous la surface. François soupira profondément. « C'est écrasant. Il y a quelques jours, ma vie était parfaite, ou c'est ce que je croyais. Maintenant, je ne sais plus en qui avoir confiance ou quoi croire. » Sophie posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal de se sentir ainsi après tout ce que tu as traversé, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes tous ici pour t'aider. » François la regarda, reconnaissant de son soutien. Il y avait quelque chose chez Sophie, une force tranquille et une compassion authentique qui le réconfortait au milieu du chaos. Revenant à la table, François se joignit à la discussion sur les prochaines étapes. Laurent avait tracé un plan audacieux. « Nous avons besoin de preuves irréfutables de l'implication d'Élise et d'Antoine dans la tentative d'assassinat, » expliqua l'avocat. « Les emails et les vidéos sont un bon début, mais nous avons besoin de plus. Je propose que nous organisions une rencontre contrôlée, où nous pourrons les enregistrer en train d'avouer leurs crimes. » « Mais comment ?» demanda Marcel, sceptique. « Ce n'est pas comme si on pouvait simplement les inviter à prendre le thé et espérer qu'ils confessent. » Laurent sourit astucieusement. « Non, mais nous pouvons créer une situation qui les oblige à révéler la vérité. Charles, crois-tu que tu pourrais contacter Élise en lui faisant croire que tu as découvert quelque chose sur la mort de François et que tu veux la faire chanter ?» Charles pâlit légèrement, mais acquiesça. « Je peux le faire, mais ce sera dangereux, très dangereux. »
approuva Laurent. C'est pourquoi nous devons planifier chaque détail méticuleusement. Sophie, ton expérience en psychologie sera cruciale pour anticiper leurs réactions et guider la conversation là où nous voulons. Pendant que le groupe discutait des détails du plan, François ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'anticipation et de peur. Ils étaient sur le point d'affronter directement Élise et Antoine, et les conséquences pourraient être dévastatrices si quelque chose tournait mal. Au fur et à mesure que la journée avançait, chaque membre de l'équipe se plongea dans sa tâche assignée. Charles, avec l'aide de Marcel, commença à enquêter sur la mystérieuse clinique et le docteur. Sophie et Laurent travaillaient sur le scénario pour la confrontation, anticipant chaque réaction possible et préparant des réponses. François, quant à lui, se retrouva à examiner de vieilles photos et documents, cherchant des indices qu'il aurait pu négliger. En observant une photo de son mariage avec Élise, un détail attira son attention. En arrière-plan, presque caché dans la foule d'invités, il vit un visage familier qu'il ne put pas immédiatement identifier. « Sophie !» appela-t-il, sa voix tendue. « Peux-tu venir un moment ?» La psychologue s'approcha, curieuse. François lui montra la photo, pointant l'homme mystérieux. « Il ne te semble pas familier ?» Sophie plissa les yeux, étudiant l'image. Soudain, son visage pâlit. « Ce n'est pas possible. François, cet homme, je crois que je l'ai déjà vu. À l'orphelinat où je travaille. Il vient parfois, soi-disant pour des examens médicaux des enfants. Il m'a toujours paru inquiétant. » La révélation tomba comme une bombe. Cet homme pourrait-il être le docteur? Et si c'était le cas, quel lien avait-il avec l'orphelinat? Était-il possible que la conspiration soit encore plus vaste qu'il ne l'avait imaginé? Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant la maison de campagne de tons dorés, l'équipe de François se préparait pour la phase la plus dangereuse de leur plan. La confrontation était sur le point de commencer, et avec elle, la possibilité de démêler un mystère qui semblait grandir à chaque nouvelle révélation. François regarda ses alliés, des personnes qui, il y a peu, étaient des étrangers et qui risquaient maintenant tout pour l'aider. Il se demanda, pas pour la première fois, comment aurait été sa vie s'il avait rencontré des personnes comme Sophie, Marcel et Charles plus tôt, au lieu de faire aveuglément confiance à Élise et Antoine. Alors qu'il se préparait pour la nuit qui pourrait tout changer, François fit une promesse silencieuse. Quel que soit le résultat, il utiliserait cette seconde chance dans la vie pour faire les choses différemment, pour valoriser la vraie loyauté plutôt que les apparences, et pour ne plus jamais tenir pour acquises les intentions de ceux qui l'entouraient. Avec un dernier regard à la photo de son mariage, François rejoignit les autres. L'heure de vérité était arrivée. La nuit était tombée sur la ville lorsque Charles, le cœur battant fort dans sa poitrine, composa le numéro d'Élise. Le plan était en marche, et chaque membre de l'équipe occupait sa position. François, Sophie et Laurent se trouvaient dans une pièce adjacente, écoutant attentivement à travers un système audio installé par Marcel. « Élise, » dit Charles, sa voix tremblante mais ferme, « je dois te parler. C'est à propos de François. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne, avant que la voix d'Élise, froide et contrôlée, ne réponde. « Charles, je croyais t'avoir dit que tes services n'étaient plus nécessaires. Je sais, mais c'est différent. » insista Charles, suivant le script préparé. « J'ai découvert quelque chose qui pourrait causer beaucoup de problèmes si ça tombait entre de mauvaises mains. » La tension était palpable même à travers le téléphone. « De quoi parles-tu » demanda Élise, une pointe d'inquiétude dans sa voix. « Je préférerais ne pas en discuter au téléphone, » répondit Charles. « On peut se rencontrer à l'ancien entrepôt près du port. » Dans 1 heure, après un bref silence, Élise accepta. « J'y serai. » Et Charles, j'espère que c'est important. Dans la pièce adjacente, François ferma les yeux, essayant de contrôler les émotions qui le submergeaient en entendant la voix de sa femme. Sophie, remarquant sa détresse, lui donna une pression réconfortante sur l'épaule. « Tu te débrouilles très bien, » murmura-t-elle. « Souviens-toi, nous sommes là avec toi. » L'heure suivante passa dans une frénésie de préparatifs finaux. Marcel sécurisa le périmètre de l'entrepôt, installant des caméras et des micros cachés. Laurent revit une dernière fois les aspects légaux de ce qu'il s'apprêtait à faire, s'assurant que tout serait admissible devant un tribunal. Finalement, le moment arriva. Charles attendait au centre de l'entrepôt, éclairé par une seule lampe suspendue. François, Sophie et Laurent se cachèrent dans un bureau abandonné au 2e étage, avec une vue claire de la scène, à travers un miroir sans teint. Le son de talons résonna sur le sol en béton. Élise entra, élégante comme toujours, mais avec une tension visible dans ses épaules. Derrière elle, à la surprise de tous, venait Antoine. « J'espère que c'est bon, Charles, » dit Élise, sa voix glaciale. « Je n'apprécie pas d'être fait chanter. » Charles, visiblement nerveux mais déterminé, commença. « Je sais ce que vous avez fait à François. J'ai des preuves. » Antoine fit un pas en avant, son visage un masque de fureur à peine contenu. « De quoi diable parles-tu ? Les emails, les visites à la clinique, les conversations enregistrées, » énuméra Charles. « Je sais tout. » Élise garda son sang-froid,
mais un éclair de peur traversa ses yeux. « Charles, tu commets une grave erreur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Oh, je crois que je le sais parfaitement, » répondit Charles, gagnant en confiance. « Je sais que vous avez empoisonné François. Je sais que vous avez planifié sa mort pendant des mois. Et je sais à propos du docteur. » La mention du docteur provoqua une réaction visible chez les deux. Antoine pâlit, tandis qu'Élise serrait les poings. « Que veux-tu » demanda Élise, sa voix à peine plus qu'un murmure. « La vérité, » répondit Charles. « Je veux savoir pourquoi vous l'avez fait. Comment avez-vous pu trahir François ainsi ?» Pendant un moment, il sembla qu'Élise allait tout nier. Mais alors quelque chose en elle se brisa. « Tu veux savoir pourquoi ?» Parce que François n'était pas le saint que tout le monde croyait. Lui aussi avait ses secrets. Dans le bureau du 2e étage, François se pencha en avant, déconcerté. De quoi parlait Élise? « François prévoyait de se débarrasser de nous, » continua Élise, sa voix mêlant amertume et douleur. « Nous avons découvert qu'il allait vendre l'entreprise, licencier tout le monde, y compris Antoine et moi. Antoine intervint. Nous avons trouvé des documents, des plans pour une fusion qui nous laisserait sur le carreau. Après tout ce que nous avions sacrifié pour l'entreprise, François allait nous trahir. François sentit que le monde s'écroulait autour de lui. Il est vrai qu'il avait envisagé une fusion, mais jamais dans l'intention de nuire à qui que ce soit, encore moins à Élise et Antoine. Alors nous avons décidé d'agir les premiers, conclut Élise, sa voix à nouveau froide. Nous avons contacté le docteur, une vieille connaissance de la famille d'Antoine. Il nous a fourni le poison, quelque chose d'indétectable qui simulerait une crise cardiaque. Charles, suivant le plan, insista pour avoir plus de détails. « Et l'orphelinat? Quel est son rôle dans tout ça ?» Élise rit amèrement. « Oh, ça, c'était l'idée brillante du docteur. Nous avions besoin d'un endroit pour tester le poison, nous assurer qu'il fonctionnerait correctement. Les enfants de l'orphelinat, disons qu'ils ont été nos sujets de test involontaires. » Dans le bureau, Sophie étouffa un cri d'horreur. François sentit la bile monter dans sa gorge. Des enfants innocents? Jusqu'où cette folie était-elle allée? « Vous devez comprendre, » dit Antoine, sa voix suppliante. « Nous l'avons fait pour survivre. François nous aurait détruits. » À ce moment-là, incapable de se contenir davantage, François sortit de sa cachette. « Vous détruire » cria-t-il, sa voix résonnant dans l'entrepôt. « Je vous aimais. Je vous faisais confiance. » Élise et Antoine restèrent paralysés, leur visage un mélange de choc et d'horreur en voyant François, vivant et furieux, descendre les escaliers. « François » murmura Élise, reculant. « C'est impossible. »« Impossible » rugit François. « Comme il était impossible que ma femme et mon meilleur ami planifièrent ma mort. Comme il était impossible que vous utilisiez des enfants innocents comme cobayes. » La scène se transforma en chaos. Antoine tenta de fuir, mais Marcel l'intercepta à la porte. Élise, voyant qu'elle était acculée, sortit une arme de son sac. « Reculez » cria-t-elle, pointant l'arme tremblante vers François. « Ne t'approche pas. » Sophie, qui était descendue derrière François, tenta de calmer la situation. « Élise, baissez l'arme. C'est fini. Nous avons tout enregistré. La police est en route. » Les moments suivants semblèrent se dérouler au ralenti. Élise, les larmes aux yeux, regarda François une dernière fois avant de tourner l'arme vers elle-même. François se précipita en avant, criant « Non !» tandis que Sophie et Charles couraient pour désarmer Élise. Au milieu de la lutte, un coup de feu retentit. L'écho résonna dans l'entrepôt, suivi d'un silence sépulcral. Alors que la police faisait irruption dans l'entrepôt, François se retrouva à tenir une Élise blessée mais vivante. La balle avait effleuré son épaule, une blessure non mortelle mais douloureuse. En regardant dans les yeux de la femme qu'il avait aimée pendant tant d'années, François vit de la peur, du remords et une profonde tristesse. « Je suis désolé », murmura Élise, avant que la police ne l'éloigne de lui. Tandis qu'Élise et Antoine étaient menottés et emmenés, François resta là au milieu du chaos, essayant d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Sophie s'approcha de lui, offrant son soutien silencieux. « C'est fini », dit-elle doucement. Mais François savait que ce n'était que le début. Il restait encore beaucoup de questions sans réponse. Qui était réellement le docteur? Combien d'autres personnes étaient impliquées dans cette conspiration? Et le plus important, comment pourrait-il reconstruire sa vie après tout cela? Alors que les sirènes retentissaient au loin et que les flashs des appareils photos de la police illuminaient par intermittence l'entrepôt, François réalisa que sa lutte pour la vérité et la justice ne faisait que commencer. Mais cette fois, il ne serait pas seul. Les jours qui suivirent la confrontation dans l'entrepôt furent un tourbillon d'activités. François, officiellement ressuscité, se retrouva au centre d'un ouragan médiatique. La nouvelle de son retour d'entre les morts, combinée au scandale de la conspiration pour l'assassiner, avait capté l'attention nationale. Assis dans le salon de la maison de Sophie, qui était devenu son refuge temporaire, François regardait les informations avec un mélange de fascination et d'horreur. Que le célèbre homme d'affaires François Dupont, déclaré mort il y a quelques semaines, est réapparu au milieu d'accusations de tentatives d'assassinat contre sa femme, Élise Dupont, et son associé, Antoine Mercier.
annonçait la présentatrice. Car les autorités enquêtent également sur d'éventuels liens avec des expériences illégales dans un orphelinat local. Sophie éteignit la télévision et s'assit à côté de François. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. François soupira profondément. « Honnêtement, je ne sais pas. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que je croyais savoir, tout était un mensonge. »« Pas tout !» dit Sophie, posant une main réconfortante sur la sienne. « Les bonnes actions que tu as faites, les vies que tu as améliorées grâce à ton entreprise, c'était réel. » François la regarda avec gratitude. Ces derniers jours, Sophie était devenue son ancre, le maintenant à flot au milieu du chaos. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit le moment. Laurent entra portant une pile de documents. « J'ai des nouvelles », annonça l'avocat s'asseyant en face d'eux. La police a interrogé Élise et Antoine. Ils coopèrent, espérant obtenir un accord plus favorable. « Qu'ont-ils dit ?» demanda François, se penchant en avant. Laurent étala quelques papiers sur la table basse. Ils ont fourni des détails sur le docteur. Son vrai nom est Étienne Vidal. C'était un médecin respecté il y a des années, mais il a perdu sa licence à cause d'expériences non éthiques. Des expériences ? Sophie fronça les sourcils. Quel genre d'expérience ? Apparemment, poursuivit Laurent, Vidal était obsédé par l'idée de créer le poison parfait, quelque chose d'indétectable, qui pourrait simuler des causes naturelles de mort. Quand la communauté médicale l'a rejeté, il s'est tourné vers des méthodes moins conventionnelles. François sentit un frisson parcourir son dos. Les enfants de l'orphelinat. Laurent acquiesça sombrement. Vidal utilisait sa connexion avec la famille d'Antoine pour accéder à l'orphelinat, soi-disant pour effectuer des contrôles médicaux de routine. En réalité, il testait différents composés sur les enfants, observant les effets. Sophie porta une main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu, combien d'enfants !» Heureusement, intervint Laurent, il semble qu'il n'y ait pas eu de décès directement attribuable à ces expériences. Mais plusieurs enfants ont connu des maladies mystérieuses qui font maintenant l'objet d'une enquête. François se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. La culpabilité le consumait. Bien qu'il n'ait pas été directement responsable, il sentait que son aveuglement face aux actions d'Élise et d'Antoine avait permis que cela se produise. « Je dois faire quelque chose », dit-il finalement, se tournant vers Sophie et Laurent. « Ces enfants, ils ont besoin d'aide, de compensation. » Sophie acquiesça. « L'orphelinat aura certainement besoin de soutien pour gérer cela. Les enfants, comme le personnel, auront besoin de thérapie, de soins médicaux. Je m'occuperai de tout, » déclara François avec fermeté. « J'utiliserai chaque centime de ma fortune si nécessaire. » Laurent sourit légèrement. « En parlant de ta fortune, j'ai d'autres nouvelles. Avec Élise en garde à vue et la vérité qui éclate au grand jour, nous avons pu geler les comptes et les actifs qu'ils ont essayé de transférer. Ton empire commercial est intact, François. » Alors qu'ils discutaient des détails juridiques et financiers, le téléphone de Sophie sonna, son visage pâlit en écoutant. « Que se passe-t-il » demanda François, alarmé par son expression. Sophie raccrocha, sa voix tremblante lorsqu'elle parla. « C'était mon contact à l'orphelinat. Vidal y était il y a quelques heures. Quand la police est arrivée pour l'arrêter, il avait disparu, et il a emmené l'un des enfants avec lui. » La nouvelle tomba comme une bombe dans la pièce. François sentit la colère et la détermination monter en lui. « Nous devons le retrouver », déclara-t-il. « Peu importe ce que ça coûtera. » Laurent était déjà au téléphone, contactant ses relations dans la police. Sophie commença à rassembler toutes les informations qu'elle avait sur Vidal et l'enfant disparu. Au milieu de cette activité frénétique, François se surprit à penser à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines, sa plus grande préoccupation était de conclure la prochaine grosse affaire. Maintenant, il était dans une course contre la montre pour sauver la vie d'un enfant innocent. « François », appela doucement Sophie, le tirant de ses pensées. « Je sais que c'est accablant, mais tu n'es pas seul. Nous sommes tous avec toi dans cette épreuve. » Regardant autour de lui, Sophie, Laurent et pensant à Charles et Marcel qui avaient tant risqué pour lui, François ressentit une vague de gratitude et de détermination. « Je sais », répondit-il, prenant la main de Sophie. « Et ensemble, nous allons faire payer Vidal pour ses crimes et sauver cet enfant. » Alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant la ville de tons dorés et carmin, l'équipe commença à élaborer son plan. La chasse au docteur avait commencé, et avec elle, la promesse de justice et de rédemption. François regarda par la fenêtre, vers la ville qu'il croyait si bien connaître autrefois. Quelque part là-bas, un enfant innocent avait besoin de son aide. Et cette fois, il ne faillirait pas à ceux qui comptèrent sur lui. La nuit tombait sur eux, mais pour François et son équipe, ce n'était que le début d'une nouvelle bataille. Une bataille pour la vérité, la justice et la rédemption. L'aube trouva François et son équipe en pleine action. Le salon de Sophie s'était transformé en un centre d'opération improvisé, avec des cartes, des photos et des documents couvrant chaque surface disponible. L'air était chargé de tension et de détermination. « Nous avons une piste », annonça Charles, entrant précipitamment dans la pièce. « L'un de mes contacts au port a vu un homme correspondant à la description de Vidal
embarqué sur un yacht privé il y a quelques heures. Il était accompagné d'un enfant. François se leva d'un bond. Vers où se dirigeait-il? Selon ma source, le yacht a mis le cap vers le sud, répondit Charles. Mais ils ont perdu sa trace après quelques milles. Laurent, qui était au téléphone avec ses contacts dans la police, raccrocha avec frustration. Les autorités mobilisent des unités maritimes, mais le processus est lent. Ils craignent que lorsqu'ils réussiront à organiser une recherche efficace, Vidal soit déjà hors de leur juridiction. Sophie, qui examinait les dossiers de l'orphelinat, intervint. L'enfant qu'il a emmené s'appelle Mathis. Il n'a que 8 ans et, oh mon Dieu, sa voix se brisa en lisant le dossier. Mathis était l'un des principaux sujets de test de Vidal. Sa santé a été fragile depuis. La nouvelle tomba comme un poids sur tous les présents. François sentit la colère et la culpabilité se mêler en lui, formant une détermination de fer. « Nous ne pouvons pas attendre la police », déclara-t-il. « Nous devons agir maintenant. » Marcel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider, un vieil ami qui possède une embarcation rapide. Nous pourrions rattraper Vidal avant qu'il n'atteigne les eaux internationales. » François acquiesça. « Fais-le. Laurent, j'ai besoin que tu utilises tes contacts pour nous obtenir du soutien une fois que nous aurons localisé Vidal. Sophie, Charles, j'ai besoin que vous restiez ici et coordonniez les informations. Vous serez nos yeux et nos oreilles. » Tandis que l'équipe se mettait en branle, Sophie prit François par le bras, l'emmenant à l'écart. « François, je sais que tu sens que tu dois faire ça personnellement, mais c'est dangereux. Vidal est un homme désespéré et nous ne savons pas de quoi il est capable. » François prit les mains de Sophie dans les siennes, la regardant dans les yeux. « Je sais, mais je dois le faire, pas seulement pour Mathis, mais pour tous les enfants qui ont souffert à cause de mon aveuglement. C'est ma responsabilité. » Sophie l'étudia un moment avant d'acquiescer. « Je comprends, mais promets-moi que tu seras prudent. Nous t'avons déjà perdu une fois, je ne supporterai pas de te perdre à nouveau. » Le moment d'intimité entre eux fut interrompu par Marcel, qui annonça que son ami les attendait au port. En quelques minutes, François et Marcel étaient en route, laissant derrière eux une équipe inquiète mais déterminée. Le voyage en bateau fut tendu, la mer était agitée, comme si elle reflétait la turbulence dans le cœur de François. Tandis qu'ils fendaient les vagues, François ne put s'empêcher de réfléchir au tournant qu'avait pris sa vie. « Tu sais, » dit-il à Marcel, élevant la voix au-dessus du rugissement du moteur, « il y a quelques semaines, ma plus grande préoccupation était de conclure un contrat de plusieurs millions. Je croyais que c'était ce qui donnait un sens à ma vie. Maintenant, je réalise à quel point tout était vide. » Marcel acquiesça avec compréhension. « Parfois, la vie nous secoue pour nous montrer ce qui compte vraiment. »« Tu as raison, » répondit François. « Et je te promets que si nous nous en sortons, je consacrerai ma vie à faire une réelle différence. Plus d'affaires sans âme, plus de poursuite de l'argent pour l'argent. » Avant que Marcel ne puisse répondre, la radio du bateau s'anima. C'était Sophie. « Nous avons de nouvelles informations. » Sa voix sonnait urgente à travers les parasites. « La police a identifié le yacht de Vidal. C'est le Némésis, un bateau de luxe enregistré sous l'une des sociétés écrans d'Antoine. Il nous envoie les coordonnées de sa dernière position connue. » Avec ces nouvelles informations, François et Marcel ajustèrent leur cap. Le soleil commençait à se lever à l'horizon lorsqu'ils aperçurent enfin une embarcation au loin. « Le voilà », murmura François, sentant son cœur s'accélérer. À mesure qu'ils s'approchaient, ils purent distinguer la silhouette d'un homme sur le pont. Vidal les avait vus. « Arrêtez-vous ou l'enfant meurt !» cria Vidal, apparaissant avec Mathis, tenant une arme contre la tête de l'enfant terrifié. François sentit que le monde s'arrêtait. Tout se réduisait à ce moment. Il regarda Mathis, vit la peur dans ses yeux et sut qu'il ferait n'importe quoi pour le sauver. « Vidal !» cria François, levant les mains en signe de paix. « Je suis François Dupont. Je sais que vous me vouliez mort. Eh bien, me voici. Laissez-moi monter sur votre bateau. Parlons. Laissez partir l'enfant et vous m'aurez, moi. » Vidal sembla considérer l'offre, son regard passant de François à l'horizon, où l'on pouvait déjà voir les lumières des bateaux de police qui approchaient. « D'accord, » répondit finalement Vidal. « Monte, toi seul. » Alors que François se préparait à monter à bord du yacht de Vidal, il échangea un regard avec Marcel. Tous deux savaient que ce qui était sur le point de se passer pourrait tout changer. Le cœur battant fort, François fit un pas vers l'inconnu, prêt à tout risquer pour sauver un enfant innocent, et peut-être se racheter dans le processus. Le soleil se levait complètement sur l'horizon, baignant la scène d'une lumière dorée. C'était un nouveau jour, et pour François, probablement le plus important de sa vie. Le soleil brillait intensément sur les eaux agitées, tandis que François montait à bord du Némésis. Ses yeux s'adaptèrent rapidement à la pénombre de la cabine, où Vidal l'attendait, tenant toujours Mathis comme bouclier. « Bienvenue à bord, monsieur Dupont », dit Vidal avec un sourire tordu.
Je dois admettre que votre résurrection était inattendue. François garda son calme, ses yeux fixés sur Mathis. L'enfant tremblait, mais dans ses yeux brillait une lueur d'espoir en voyant son potentiel sauveur. « Vidal, commença François, gardant sa voix ferme. Cela est allé trop loin. Laissez partir l'enfant. C'est moi que vous voulez. » Vidal rit amèrement. « Vous ? Non, Dupont. Vous n'étiez qu'un moyen pour arriver à une fin. Une poche profonde pour financer ma recherche. Élise et Antoine étaient les véritables architectes de votre chute. » La révélation frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Malgré tout ce qu'il avait découvert, une partie de lui s'accrochait encore à l'espoir qu'Élise avait été manipulée d'une manière ou d'une autre. Mais ceci confirmait ses pires craintes. « Pourquoi ?» demanda François, luttant pour garder son sang-froid. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour justifier tout cela? Les yeux de Vidal brillèrent d'une ferveur presque maniaque. Justifier? Je suis sur le point d'une découverte qui changera le monde. Un composé qui peut simuler n'importe quelle cause de mort naturelle. Imaginez-vous le pouvoir que cela implique? François fit un pas prudent en avant, mais au prix de vies innocentes. Des enfants, Vidal. Vous avez expérimenté sur des enfants. Pendant un moment, quelque chose ressemblant à du remords traversa le visage de Vidal. Des sacrifices nécessaires pour le progrès. Ces enfants, personne ne les regretterait. Des orphelins, oubliés par la société. Vous vous trompez, interrompit François, sa voix chargée d'émotion. Chaque vie est précieuse. Chaque enfant mérite une chance. Tout en parlant, François remarqua que Mathis avait commencé à bouger subtilement, s'éloignant peu à peu de Vidal. Le docteur, absorbé par son discours, ne semblait pas s'en rendre compte. « Ne me faites pas la morale sur la moralité », cracha Vidal. « qui avait construit un empire sur l'exploitation et l'avidité. Vous croyez que je ne sais pas comment vous avez amassé votre fortune? Élise m'a tout raconté. » Les paroles de Vidal frappèrent François de plein fouet. Il était vrai que dans son ascension vers le succès, il avait pris des décisions discutables, avait écrasé des concurrents et avait priorisé les profits sur le bien-être de ses employés plus d'une fois. La culpabilité qu'il avait réprimée pendant des années émergea avec toute sa force. « Vous avez raison, » admit François, surprenant Vidal. « J'ai commis des erreurs. J'ai blessé des gens dans ma quête de succès. Mais je suis ici, maintenant, essayant de faire ce qui est juste. Il n'est pas trop tard pour vous non plus, Vidal. » Le docteur sembla hésiter un moment, sa prise sur Mathis se relâchant légèrement. C'était tout ce dont l'enfant avait besoin. Avec une rapidité surprenante, Mathis se dégagea de l'emprise de Vidal et courut vers François. « Non !» rugit Vidal, levant son arme. Tout se passa en quelques secondes. François se jeta en avant, couvrant Mathis de son corps. Un coup de feu retentit et François sentit une douleur aiguë dans son épaule. Mais il ne s'arrêta pas. Avec Mathis protégé dans ses bras, il chargea Vidal, le renversant. L'arme tomba au sol, glissant sur le pont. Vidal et François luttèrent, roulant sur le sol du yacht. Malgré la douleur dans son épaule, François trouva une force qu'il ne se connaissait pas. Peut-être était-ce l'adrénaline, ou peut-être la détermination de protéger Mathis à tout prix. « Ça suffit !» cria François, réussissant à immobiliser Vidal. « C'est terminé, la police arrive, il n'y a pas d'issue. » Vidal, haletant, regarda François avec un mélange de haine et de respect. « Vous auriez dû rester mort, Dupont. » À ce moment-là, on entendit des sirènes s'approcher. Les bateaux de police étaient arrivés. François maintint Vidal immobilisé jusqu'à ce que les officiers montent à bord du yacht et le menottent. Pendant que les ambulanciers soignaient sa blessure, François chercha Mathis du regard. L'enfant était assis dans un coin, enveloppé dans une couverture, réconforté par une officière. « Mathis !» appela doucement François. L'enfant le regarda, ses yeux pleins de larmes, mais aussi de gratitude. « Tout ira bien maintenant, je te le promets. » Sophie et Marcel arrivèrent peu après dans un autre bateau, leur visage un mélange de soulagement et d'inquiétude, en voyant la blessure de François. « François !» s'exclama Sophie, courant vers lui. « Tu vas bien ?» Quand nous avons entendu le coup de feu, François l'enlaça de son bras valide, sentant une vague d'émotion le traverser. « Je vais bien. Mathis est sauf, c'est tout ce qui compte. » Pendant que les officiers emmenaient Vidal et que les ambulanciers préparaient François pour le transférer à l'hôpital, Sophie resta à ses côtés, tenant sa main. « Tu as réussi, » dit-elle doucement. « Tu as sauvé Mathis et arrêté Vidal. » François regarda vers l'horizon, où le soleil brillait sur la mer calme. « Oui, mais ce n'est que le début. J'ai beaucoup à réparer, beaucoup de bien à faire pour compenser mes erreurs passées. » Sophie serra sa main. « Et tu ne seras pas seul sur ce chemin. » Alors que le bateau les ramenait vers la côte, François sentit qu'un chapitre de sa vie se fermait et qu'un autre plein de possibilités et de rédemption s'ouvrait devant lui. Avec Mathis en sécurité, Vidal capturé et Sophie à ses côtés, François savait qu'il affronterait ce qui viendrait avec une nouvelle perspective et un cœur renouvelé. L'horizon s'étendait devant eux, brillant et plein de promesses, tandis que le Némésis restait derrière, un symbole du passé que François était déterminé à laisser derrière lui. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce sauvetage dramatique en haute mer. La ville se préparait à accueillir le printemps, et avec lui,
un air de renouveau et d'espoir semblait imprégner les rues. François Dupont, vêtu d'un costume simple mais élégant, se tenait debout devant les portes du tout nouvel orphelinat Nouveau Départ. À ses côtés, Sophie souriait, ses yeux brillants de fierté et d'affection. « Prêt ?» demanda-t-elle doucement, prenant sa main. François acquiesça, serrant sa main en retour. Plus que jamais, les portes s'ouvrirent, révélant une cour remplie d'enfants souriants, de personnel de l'orphelinat et de journalistes. Des banderoles colorées pendaient au mur, célébrant la grande réouverture de l'orphelinat. Alors que François marchait vers le podium, ses yeux se posèrent sur des visages familiers dans la foule. Charles, maintenant directeur de la sécurité de l'orphelinat, lui fit un signe de tête respectueux. Marcel, qui avait trouvé un nouveau but en tant que jardinier et mentor des enfants, souriait largement, et Laurent, toujours professionnel, se tenait debout à côté d'un groupe de fonctionnaires de la ville, prêts à gérer toute question juridique qui pourrait survenir. Mais c'est un visage en particulier qui fit gonfler le cœur de François d'émotion. Mathis, maintenant rétabli et débordant de vie, était au premier rang, ses yeux pleins d'admiration et de gratitude. François s'éclaircit la gorge et commença son discours. Il n'y a pas si longtemps, je me trouvais dans un endroit sombre, tant littéralement que figurativement. Je croyais que le succès se mesurait en chiffres, sur un compte bancaire et en pouvoir que l'on pouvait exercer sur les autres. J'avais tort. Il fit une pause, ses yeux parcourant la foule. Ma vie a changé quand j'ai réalisé que le vrai succès réside dans l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Cet orphelinat, Nouveau Départ, n'est pas qu'un bâtiment, c'est une promesse. Une promesse à chaque enfant ici présent qu'il est valorisé, aimé et qu'il a un avenir brillant devant lui. François continua, détaillant les changements et améliorations apportés à l'orphelinat. Des installations médicales de pointe, des programmes éducatifs personnalisés, des thérapies psychologiques et des activités extrascolaires conçues pour nourrir les talents uniques de chaque enfant. Mais ce n'est que le début, déclara François avec passion. À partir d'aujourd'hui, la Fondation Dupont s'engage à reproduire ce modèle dans des orphelinats à travers tout le pays. Aucun enfant ne devrait se sentir oublié ou sans valeur. Les applaudissements résonnèrent dans la cour. Sophie, les larmes aux yeux, rejoignit François sur le podium. Ensemble, ils coupèrent le ruban qui inaugurait officiellement le nouvel orphelinat. Alors que les enfants couraient explorer leurs nouvelles installations, François se retrouva entouré de son équipe. « Vous avez réussi, patron », dit Charles avec un sourire. « Non », corrigea François. « Nous avons réussi, tous ensemble. » Laurent s'approcha, un dossier à la main. « J'ai des nouvelles concernant Élise et Antoine, dit-il à voix basse. François acquiesça, se préparant à ce qu'il allait entendre. Le procès est terminé. Ils ont tous les deux été condamnés. Élise a montré du remords et a fourni des informations précieuses sur d'autres opérations de Vidal. Sa peine a été réduite à 15 ans. Antoine, en revanche, recevra 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. François traita l'information en silence. Une partie de lui ressentait encore de la douleur face à la trahison, mais une autre partie se sentait en paix, sachant que justice avait été rendue. « Et Vidal ?» demanda-t-il. « Prison à vie, répondit Laurent. Ces crimes contre les enfants ont garanti qu'il ne reverra jamais la lumière du jour en homme libre. François acquiesça, sentant qu'un chapitre de sa vie se fermait enfin. À ce moment-là, Mathis s'approcha timidement du groupe. François s'accroupit pour être à son niveau. « Merci, monsieur Dupont, dit l'enfant d'une voix douce, de nous avoir sauvés, de nous avoir donné un foyer. » François sentit son cœur fondre. Il serra Mathis dans ses bras, sentant que toutes les luttes, tous les dangers qu'il avait affrontés en valaient la peine pour ce moment. « Non, Mathis, » répondit François d'une voix émue. « Merci à toi. Toi et les autres enfants m'avez sauvé. Vous m'avez donné un but, une raison d'être meilleur. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la cour de tons dorés, François se retrouva entouré de sa nouvelle famille. Sophie à ses côtés, sa main fermement enlacée dans la sienne. Charles, Marcel et Laurent, des amis loyaux qui avaient été avec lui dans les moments les plus sombres, et les enfants, des dizaines de visages radieux pleins d'espoir et de possibilités. François regarda vers le ciel, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son voyage avait été long et plein de tournants inattendus, mais ici, en ce moment, il sut qu'il avait enfin trouvé sa vraie place dans le monde. « À quoi penses-tu » demanda doucement Sophie. François sourit, la regardant avec amour. « À l'avenir, à toutes les vies que nous pouvons changer, à l'amour que nous avons trouvé au milieu de l'adversité. » Sophie se pencha, l'embrassant doucement. Et ce n'est que le début. Alors que la nuit tombait sur l'orphelinat, Nouveau Départ, François Dupont, autrefois un magnate obsédé par le pouvoir et l'argent, maintenant un homme transformé par l'amour et la compassion, sut que sa véritable histoire ne faisait que commencer. Une histoire de rédemption, de seconde chance, et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Demain apporterait de nouveaux défis,
de nouvelles opportunités de faire le bien. Mais cette fois, François les affronterait non pas comme un homme seul au sommet, mais entouré d'une famille choisie, avec un cœur ouvert et un objectif clair. Et ainsi, alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, François Dupont ferma un chapitre de sa vie et en ouvrit un autre, prêt pour le nouveau départ qui l'attendait.